je laisse la parole, voilà le micro, à Gilles Pro, chargé de mission activité de pleine nature et aménagement de site au Parc naturel régional du Haut-Jura. Bonjour à tous, Gilles. Donc, je suis en charge des activités de pleine nature au parc, d'aménagement de site aussi. Et puis derrière ce terme activité de pleine nature, où évidemment on participe pas mal à la structuration de l'offre, où on accompagne les collectivités, notamment à la mise en place d'activités ou de nouvelles activités, eh bien, il y en a une qui, je dirais, prend de l'importance, même si elle a toujours existé, mais elle se développe. C'est celle de la conciliation des usages, parce que je dirais que c'est un travail sans fin, du fait notamment des évolutions de ces activités, des publics, du climat, etc. Donc c'est un petit peu ce que je vais vous présenter dans un premier temps, avec le contexte du parc. Dans un second temps, je vous ferai part un petit peu justement du retour d'expérience que l'on a sur une action spécifique qui s'appelle le maraudage. Je pense que pas mal dans la salle savent ce que c'est que le maraudage, mais on pourra y revenir. Et puis pour finir un petit peu, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion au bout de 4 années. Enfin, le plus dur, c'est d'arriver. Voilà. Donc, le territoire du parc du Haut-Jura, il se situe de Pontarlier à Bellegarde, c'est-à-dire Pontarlier, ville du Doubs, à Bellegarde, ville de l'Ain. Le cœur du parc, c'est plutôt autour de Saint-Claude, bordé d'un côté par la Suisse, 70 km de frontière, et la région des lacs, le lac de Vouglan, sur sa partie ouest. Donc, on est sur un territoire de montagne. C'est la partie la plus élevée du massif du Jura, un petit peu centrale. Ce territoire, il a plusieurs caractéristiques physiques, hein, c'est-à-dire, outre le fait d'avoir une démographie conséquente pour une zone de montagne, c'est un territoire qui est couvert à plus de 60% de forêts. Forêts qui sont à la fois l'objet d'exploitation forestière, puisque la forêt est une économie, mais c'est aussi le lieu notamment d'hivernage ou de reproduction d'espèces emblématiques dans les parties d'altitude, comme le grand tétras. Et puis ce sont également des zones évidemment de pratique d'activités de pleine nature, le ski en hiver, la randonnée en été. Et on va retrouver un petit peu ces caractéristiques sur les zones ouvertes, dédiées à l'agriculture, que ce soit dans les combes, dans les prairies, sur les crêtes, qui peuvent être des pelouses, ou des zones de tourbières. Donc le territoire du Haut-Jura, outre le fait d'être habité, pratiqué, il est reconnu d'un point de vue touristique, c'est-à-dire qu'il est attractif, il accueille des milliers de pratiquants divers et variés au cours de l'année. Il a également des enjeux à la fois de préservation d'espèces, de la biodiversité, mais aussi des enjeux d'usage auprès d'usages traditionnels, on va dire, comme l'activité agricole ou l'activité forestière. Ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est qu'on vit une perpétuelle évolution du climat. Par exemple, le fait que la neige se concentre de plus en plus sur les parties les plus élevées, et notamment les parties forestières, qui elles-mêmes se trouvent être le refuge d'espèces comme le tétras ou diverses chouettes ou pics, évidemment amplifient les risques de dérangement par une pratique de plus en plus forte en hiver dans ces forêts, par le ski de fond ou la raquette. En été, l'évolution du climat, cette année, elle nous a fait toucher du doigt le fait que les lacs d'altitude qui restent plus frais que les parties un petit peu en plaine dans la région de Lons, de Besançon, de Dijon, on s'est aperçu que les lacs cet été ont été pris d'assaut, les lacs de la région des lacs, du secteur du Franois. Vous connaissez peut-être les cascades du Hérisson et les petits lacs qui le bordent. Les lacs ont été envahis. Et je vous assure que les responsables communaux sont très, très inquiets un petit peu de la suite, parce qu'ils voient un petit peu quel impact ont une clientèle, je dirais, un petit peu comme on l'a vu dans l'exemple précédent, hein, qui passe et sa journée et sa nuit
peut finir en rêve party, laisse les poubelles, va se garer en camping-car pratiquement les roues dans l'eau. Donc tout ça, c'est quelque chose qui évolue très rapidement. Les pratiques également, elles évoluent. On évoquait avec Anaïs Mottet du groupe Tétra-Jura qui est là, l'apparition ou l'évolution de formes. Vous connaissez les fat bikes, ces vélos, ces VTT, avec des grosses roues équipées de moteurs électriques. La neige ne les retient pas, puisqu'il suffit que la neige soit un peu tassée, damée, piste de ski, piste de raquettes. Des fat bikes au milieu du massacre, on en a vu plusieurs fois cet hiver. Alors, problème vis-à-vis des pistes de ski, évidemment. Problème aussi, si la neige est dure, si la piste raquette permet de monter au crépelat, gros risque de dérangement des espèces. Donc ça fait partie aussi des évolutions des pratiques. Les pratiques agricoles évoluent aussi. On n'a plus seulement affaire aux vaches montbéliardes qui sont traites 2 fois par jour pour faire du comté, du morbier, du bleu jacks, etc. On a aussi, notamment sur les estives, des troupeaux de genisses ou de vaches allaitantes qui sont plutôt rebelles et qui peuvent occasionner des désagréments, comme le citait Patrick ce matin. C'est malheureusement chez nous qu'un éleveur a été condamné à 95 000 €. Il faut être assis quand on entend ça, du fait de dommages et intérêts qu'ont subi un couple de randonneurs. Une montre abîmée, un bras sans doute peut-être cassé, on n'a jamais trop su. On pense que c'est le chien qui a dérangé en fait les bêtes, mais ils ont eu de très très bons avocats. Et la conclusion, c'est que les éleveurs, les exploitants sont aujourd'hui très très inquiets quand on va les voir en leur disant « Est-ce qu'on a le droit de passer chez vous en randonnée ?» Nous, notre organisation, c'est de canaliser les gens sur des itinéraires balisés. Mais on s'aperçoit que sur ces itinéraires, il y a des activités, il y a de l'activité agricole, il y a de l'activité pastorale, il y a de l'activité forestière, et tout ça, ce n'est pas si facile à régler. Donc les pratiques évoluent. Les pratiques d'activité de pleine nature, les pratiques agricoles, les pratiques forestières, elles évoluent. Les gens aussi, ils évoluent. Leur attente évolue et leurs connaissances, globalement, on juge qu'elles sont plutôt un petit peu en perte de vitesse du fait qu'il y a moins de technicité. C'est-à-dire qu'avant, on était skieur de fond et puis on progressait techniquement pendant des années, puis on apprenait les codes un petit peu, comment se conduire dans ce milieu. Aujourd'hui, on est plutôt sur des activités de zapping ou une semaine... Ah, il faut que j'accélère. Alors, mais il me semblait important de présenter le contexte. Oui, une activité, bon, tu m'as un petit peu perturbé là, donc voilà, mais l'activité de zapping, pour nous, entraîne une baisse de connaissance des codes des bonnes pratiques dans le monde rural. Alors tout ça, ça a amené le parc à imaginer une nouvelle action en termes de sensibilisation qui soit différente et complémentaire des actions qu'on a déjà vues, les panneaux, les brochures, les sites aménagés, la structuration de l'offre. Et c'est donc le résultat de cette sensibilisation de maraudage que l'on mène depuis 4 ans que je vais vous présenter. Hop. Alors là, ça va très vite. Alors, comme toute nouvelle action, elle a commencé par une formation, notamment des gens à qui on confie le maraudage. Alors le maraudage, il s'agit tout simplement de journées de sensibilisation sur site des pratiquants. Et on choisit les sites qui sont les plus pratiqués, les sites qui ont le plus d'enjeux environnementaux ou autres activités. Et on a donc formé essentiellement des accompagnateurs en montagne aux enjeux sur ces différents sites et puis aux messages à faire passer. Et cette formation, notamment, on s'est appuyé sur des partenaires comme le groupe Tétra-Jura et la réserve naturelle de la Haute-Chaîne. On accompagne un petit peu ces maraudeurs d'outils d'accroche. Alors j'ai amené, Raphaël, si tu veux le montrer, j'ai oublié de le prendre sous le bras. J'ai amené Vladimir, qui permet d'être une accroche vraiment très active, du public, c'est-à-dire que le maraudeur, il est au bord de la piste de ski, il pose Vladimir au milieu de la piste et les gens s'arrêtent. Ils se disent, tiens, c'est quoi ça? C'est un canard, un pingouin? Bon non, c'est juste
un tétra un petit peu mou, celui-là, ou fou, mais en tout cas, il permet justement de discuter et d'aborder certains enjeux, notamment du tétra. Évidemment, des outils pédagogiques d'accompagnement, je vais aller très vite là-dessus. Donc, depuis 4 ans, ce que l'on fait, c'est qu'on met en place à peu près une centaine de journées de maraudage. On s'appuie sur une bonne dizaine de maraudeurs formés. Les grands thèmes qui ressortent, c'est bien sûr tout ce qui est quiétude de la faune en forêt en hiver. Donc, à l'attention des gens qui font du ski et de la raquette, de plus en plus de raquettes. C'est tous les enjeux autour du pastoralisme, la préservation des pelouses, comment se comporter en face des chiens de protection, c'est aussi une évolution du pastoralisme, ou du bétail qui ne voit de moins en moins d'hommes, et quand il est allaitant notamment, il faut être prévenant. Et puis bien sûr des intérêts biologiques, comme par exemple sur la réserve de la Haute-Chaîne. Les autres thématiques, c'est tout ce qui est multi-usage des forêts en été, notamment avec tout ce qui est rapport au débardage. Et puis, bien sûr, autour de tout ce qui est milieu lacustre, humide, tourbière. Elles sont équipées quelquefois, plus ou moins bien, mais ce qui n'empêche pas les gens de sortir ou d'avoir des comportements pas toujours satisfaisants. Sur 4 années, on peut dire qu'on touche entre 3005 et 4000 personnes par an. Ce qui fait une moyenne d'environ 45 personnes par jour. Ce qui est pas mal, parce que quand on s'est lancé là-dessus, on n'avait absolument aucune idée de savoir quel serait le retour. Alors après, on va sur les sites, évidemment, qui sont quasiment les plus fréquentés. Les maraudeurs ont plutôt une accroche active, c'est-à-dire ce type d'outil pédagogique permet justement d'attirer les gens. Mais il arrive aussi que ce soit les gens qui aillent directement auprès des maraudeurs parce qu'ils se posent des questions. On s'aperçoit qu'on touche en fait une grande majorité de plus en plus, hiver comme été, de touristes, ce qui n'est pas mal en soi parce que en fait, les touristes sont souvent renouvelés d'une année, d'une saison à l'autre. Donc c'est à chaque fois un nouveau public à qui il faut expliquer et réexpliquer. Je vais passer rapidement là-dessus. Et je vais aller peut-être directement au retour que nous fait ce public via les maraudeurs, parce qu'on leur demande à chaque maraudeur de remplir une fiche qui traite un petit peu de comment s'est passée la rencontre. Alors, ce qui est très apprécié des pratiquants, c'est cette forme de sensibilisation avec une médiation humaine, parce qu'en effet, ils sont passés vers le panneau et ils n'ont pas lu. C'est un moment d'apport de connaissances. Parce qu'il y a des touristes, même s'il y en a qui ne s'y intéressent pas trop, il y en a qui s'intéressent à la nature, à l'environnement. C'est cette possibilité justement d'échanger, notamment, ils ont entendu parler du tétrafou à la radio ou dans les journaux, mais c'est quoi un tétrafou, c'est quoi un tétramou ou un chien de protection, est-ce que le loup revient, etc. Je dirais que toutes les questions y passent. C'est aussi un moment pour donner son avis, c'est-à-dire ils nous disent là-dessus vous faites des conneries, non au contraire c'est très bien. On s'est aperçu que pour le parc, c'était aussi une façon de marquer sa présence, en disant vous êtes dans le parc et c'est le parc qui va au-devant de vous. Et ça, je pense que ça fait partie des plus. Et puis, les maraudeurs, ils sont accompagnateurs en montagne, donc c'est un petit peu des offices de tourisme ambulant, parce qu'ils sont capables de répondre à beaucoup de questions de la part notamment des touristes. Les réticences qui nous sont remontées, je dirais que c'est plutôt dans les périodes hivernales. Donc là, ça va être un petit peu sans trop centré sur l'hiver. C'est une peur de certains pratiquants de voir une restriction de la possibilité de faire du hors-piste, que ce soit en ski ou en raquette. C'est souvent se plaindre sur le fait qu'il y a des réglementations proches entre l'Ain et le Jura, entre la réserve de la Haute-Chaîne et les APB Tétra, qui ont absolument les mêmes objectifs et qui ne s'appuient pas tout à fait sur les mêmes codes. L'un avait des dates, l'autre n'en avait pas. Dans un endroit, les chiens sont interdits, l'autre, les chiens sont en laisse. Et ça, pour des gens qui naviguent de l'un à l'autre, il nous est remonté un petit peu ces incongruités. Le problème des chiens revient souvent.
des plaintes aussi d'inéquité entre les différents usagers, notamment vis-à-vis des chasseurs, qui eux, justement, ont le droit de laisser leurs chiens courants. Et ça peut être aussi sur des sujets plus d'actualité, comme quand la tranche jeu a été annulée il y a 2 ou 3 ans. Sur le terrain, il fallait pouvoir expliquer. C'était pas facile. Les maraudeurs aussi, pour eux, c'est intéressant. Ce sont des accompagnateurs en montagne. Ils ne font pas ça toute l'année. J'ai noté un petit peu les différents retours positifs que ça avait pour eux. Ça leur permet de rencontrer un public auquel ils n'ont pas toujours accès, puis de se faire connaître, non pas de faire leur pub, mais de dire moi je suis accompagnateur, mais je suis aussi maraudeur pour le parc. Et vous voyez, moi en tant qu'accompagnateur, sur une sortie, je peux vous accompagner et vous apprendre des choses. Vis-à-vis des locaux, je pense que c'est un contact qui est très important. C'est une façon évidemment de reconnaître leur travail, leur connaissance. Une coupure dans leur semaine de randonnée, souvent, parce que c'est une autre façon de pratiquer l'accompagnement en montagne. Et puis, c'est bien sûr un apport de connaissances par les formations que l'on met sur les thématiques. La prochaine aura lieu dans 15 jours sur les grands prédateurs. Retour du loup, chien de protection, etc. Pour le parc, et puis je pourrais en finir là, j'espère que j'aurai tenu les délais. C'est qu'on souhaitait justement que cette forme de médiation, elle soit justement, et ça c'est en termes d'image important, parce que le parc n'a aucun pouvoir réglementaire et on ne souhaite surtout pas en avoir, c'est-à-dire qu'on soit dans cette forme plutôt préventive qu'une forme punitive qui, elle, est plutôt évidemment le fait de la police de la nature qui est assermentée pour ça. On pense que cette démarche, justement, elle est plus efficace parce qu'on est en direct avec les pratiquants, plus efficace que les panneaux, les ouvrages, les sites internet, etc. Elle vient vraiment compléter. C'est l'occasion, justement, de recueillir l'avis des locaux parce qu'on peut mettre du monde autour de la table. On s'aperçoit que ne viennent en général que les gens un petit peu qui sont souvent d'accord avec nous. Dans une commission environnement du parc, vous avez rarement des gens qui viennent en disant « nous, l'environnement, on n'en a rien à faire ». Non, c'est plutôt des gens déjà convaincus. Alors que sur le terrain, là, tout le monde se retrouve. C'est la possibilité d'être très réactif, par exemple, au moment de l'annulation de la tranche jus, des chiens de protection qui sont à tel endroit sur un sentier de randonnée. On a été amené au courant de l'été de déplacer un maraudage justement pour que un accompagnateur puisse expliquer, puisse dire aux gens, attention, dans quelques kilomètres, vous allez peut-être trouver un chien de protection, voilà comment il faut vous comporter. C'est, comme je le répète, une meilleure visibilité du parc au regard et des locaux et des touristes. Souvent, on nous dit, mais que fait le parc? Donc là, ils voient, pas seulement le logo sur les panneaux, mais ils voient aussi un petit peu en direct une de nos actions. Et puis, enfin, c'est aussi l'intérêt de s'appuyer sur des animateurs nature locaux, des accompagnateurs en montagne, qui sont de véritables relais pour nous. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui allons en direct, parce que déjà, on n'est pas assez nombreux, on n'aurait vraiment pas le temps de faire ça, mais c'est dans le but de démultiplier avec notamment des habitants du territoire. Et ça, alors si vous avez des questions sur la partie financement, on peut y revenir, il n'y a pas de souci. Nos financeurs sont très, je dirais, classiques, les régions, les départements, l'Europe. Mais ce que l'on souhaite, c'est que cette démarche de maraudage, c'est la poursuivre, et puis c'est l'amplifier vous l'avez dit tout à l'heure ou juste précédemment, c'est d'amplifier ce relais de messages par d'autres acteurs locaux que sont notamment, par exemple en hiver, les loueurs de ski, les loueurs de raquettes, parce que c'est très important, c'est les hébergeurs, c'est tout le monde touristique qui est préconisateur. Alors ça peut être aussi le boulanger. Si le boulanger a envie de passer quelques heures avec nous pour être relais de ce qu'on va appeler et devenir ambassadeur du parc dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant Quiétude-Attitude, c'est un programme un peu commun qu'on a monté avec le parc des Ballons des Vosges qui est ici. Voilà, l'idée, c'est de poursuivre le maraudage avec des professionnels, mais aussi d'élargir encore la base de sensibilisation avec de nouveaux acteurs locaux. Parfait.
Merci beaucoup Gilles.